de propagande, de confiscation et de domination politique de nos civilisations, eh bien, on va essayer de se pencher sur ces questions. Le musée est-il véritablement le gardien innocent de notre mémoire universelle ou a-t-il toujours été l'instrument absolu du pouvoir des puissants sur le peuple? Donc, pour pouvoir répondre à cette question, je vais vous demander de m'accompagner dans une visite virtuelle de l'histoire des musées. Et avant cela, eh bien, on va essayer de travailler, comme d'habitude, une petite énigme. Donc, pour comprendre cette histoire des musées, on va pas ouvrir un livre d'histoire, on va ici ouvrir le dictionnaire. Regardez, les mots gardent toujours les traces des crimes du passé. Je vous propose trois images qui n'ont en apparence rien à voir. Vous avez la représentation de divinités grecques, un laboratoire et un coffre au trésor. Alors, quel est le point commun linguistique et historique entre ces trois images? Quel est le lien invisible qui unit les filles d'une divinité grecque, un scientifique dans son laboratoire et un coffre rempli de pièces d'or? Qui a une petite idée? Olga? Bonsoir à tous. Je peux seulement deviner quelques liaisons entre les trois photos. Mathieu, je pense qu'à commencer, il y a quelque chose, je pense que le premier tableau, le premier photo, il est lié avec les muses, puisque jugeant, basant sur l'origine du mot musée, c'est muséon, je ne suis pas sûr comment les Grecs antiques prononçaient ce mot, mais le musée était l'endroit consacré aux muses, les déesses qui étaient responsables pour beaucoup d'activités, pour la poésie bucolique, pour la poésie tragédique, pour la danse et d'autres, les filles. Je pense que c'est intéressant, bien sûr, d'analyser que c'est à l'époque de Grèce antique, le muséum, ce n'était pas un équivalent du musée, c'était aussi l'endroit pour faire les études. C'était comme l'école, comme l'université. Dans ce cas, je vois le lien entre le premier et le deuxième. C'est comme le laboratoire des savants l'espace l'espace pour les savants. Et aussi, et je pense le troisième, pour moi c'est un petit peu vague, mais ce que je vois, c'est les trésors comme de Capitaine Flint. Mais je me rappelle que les muses étaient les filles de Zeus et de Mnémosyne, de la déesse Mnémosyne. Je pense qu'à certain âge, il faut prier à la déesse Mnémosyne, qui est responsable pour notre mémoire. Ne pas perdre les dernières traces. Je pense, Exactement. je pense, c'est aussi, on peut dire, pas en pas, muséum devenait muséum, le mot latin. Et après, tout à fait, pas en pas, il est devenu l'endroit de conservation des trésors, les objets de la colonisation, des objets, des chaises, des casquettes et d'autres et d'autres. Très bien, Olga. Merci beaucoup pour toutes ces informations sur l'origine étymologique du mot musée, bien sûr, relié à ces fameuses muses, les filles, bien sûr, des divinités grecques, comme tu l'as dit, de Zeus et Mnémosis. Très bien, merci, Olga, pour toutes ces informations. Ginny, bonsoir, Ginny. Bonsoir à tous. Euh, pour moi, les filles d'une divinité grecque représentent l'élégance, la laboratoire représente l'innovation et le coffre rempli de pièces d'or représente le trésor. Toutes ces images pour moi, représentent une partie ou l'autre de patrimoine. Ah, d'accord, très bien. D'accord, bien sûr, on a la notion de patrimoine très importante aussi quand on parle
des musées. Très bien, Jenny. Merci. Merci pour cette proposition. D'accord. Alors, je vois qu'on a très bien identifié ici des liens qui pouvaient exister entre ces trois images, puisque effectivement, comme le disait Olga, le mot musée, il vient du grec ancien museion. Alors oui, on n'a pas exactement la prononciation exacte. On va le prononcer museion. Littéralement, c'est le temple des muses, les muses qui sont des déesses grecques, filles de Mnémosyne, la déesse de la mémoire. Mais attention ici au piège. Comme le disait Olga, le tout premier muséon de l'histoire, fondé à Alexandrie, en Égypte, au IIIe siècle, avant notre ère, eh bien, il n'était absolument pas une galerie d'art avec des peintures accrochées au mur, comme on a l'habitude d'en voir. C'est un institut universitaire. On y trouvait des laboratoires, un observatoire astronomique et la fameuse bibliothèque d'Alexandrie, bien sûr. Donc le premier musée de l'humanité n'était pas un lieu d'exposition, c'était un laboratoire de recherche pour les savants. Et le rapport avec ce coffre-fort, eh bien, ici, on va découvrir justement l'origine du mot trésor. Alors, d'où vient cette habitude d'accumuler des objets précieux? Bien, l'ancêtre de notre musée moderne n'est autre que le trésor des temples antiques ou des églises du Moyen Âge. Et devinez quoi, en grec ancien, le mot thésauros désignait tout simplement le magasin, l'entrepôt où l'on gardait les offrandes. Pendant des siècles, on n'accumulait pas des objets parce qu'ils étaient beaux à regarder, on accumulait des reliquaires en or et des calices parce que c'était une réserve bancaire. En cas de famine ou de guerre, eh bien, on fondait les œuvres d'art pour payer les armées. L'art était une monnaie de survie. Donc on a ici une petite exploration, comme d'habitude, à travers l'étymologie des mots. Mais ce que je vous propose aujourd'hui, eh bien, c'est un autre voyage. L'étymologie ici vient de nous prouver une chose vertigineuse. Le musée n'est pas né pour que l'on se promène le dimanche. Il est né de la fusion entre un laboratoire de pouvoir et une banque de mémoire. Donc maintenant qu'on sait cela, je vous ouvre officiellement les portes de notre grand musée virtuel du temps. Préparez-vous, nous allons traverser cette salle et cette époque pour découvrir comment est-ce que les puissants ont confisqué ce pouvoir. Alors, suivez le guide et restez groupés. On commence avec notre première salle, les princes hellénistiques. On va franchir ici les portes de notre première salle. Nous faisons un bond dans le temps pour nous retrouver au IIIe siècle avant notre ère, dans la ville d'Alexandrie en Égypte. Bienvenue dans le tout premier muséum de l'histoire fondé par Ptolémée Ier. Ptolémée, ce n'était pas un pharaon égyptien, c'était un général de l'armée d'Alexandre le Grand, d'origine gréco-macédoine, qui a pris le contrôle de l'Égypte. Imaginez son problème. Il règne sur un peuple très ancien qui ne parle pas sa langue et qui le considère comme un étranger. Il souffre donc d'un immense déficit de légitimité. Alors, comment faire pour prouver au monde qu'il est le maître absolu? Eh bien, il va pas utiliser la guerre, il va utiliser le savoir. Nomélé va créer ce muséon et dépenser des fortunes colossales pour y attirer les plus grands cerveaux, les meilleurs scientifiques et les plus grands poètes de toute la Méditerranée. Il les loge, il les nourrit, il les couvre d'or. Tout cela pour remplir la bibliothèque. Il va même jusqu'à ordonner de fouiller tous les bateaux qui s'arrêtent au port d'Alexandrie pour confisquer et copier leurs livres. Mais attention, ce muséon, il n'est pas ouvert au peuple égyptien. Ce n'est pas comme les musées d'aujourd'hui, ce n'est pas pour tout le monde. Le citoyen normal, lui, n'a pas le droit d'y entrer. C'est une magnifique cage dorée réservée à une élite, sous la surveillance stricte du souverain. Et en créant ce lieu, Nomélé vient d'inventer un concept politique redoutable que nous utilisons encore aujourd'hui, que nous appelons le soft power, la puissance douce en français. Il ne domine pas les armes, il domine en prouvant qu'il possède le monopole de l'intelligence et de la culture. Alors, aujourd'hui,
nous voyons de très grands milliardaires ou d'immenses entreprises mondiales comme LVMH ou les géants de la technologie ou de la mode financer de somptueuses fondations d'art contemporain ou de grands centres de recherche. Selon vous, est-ce un pur acte de générosité pour partager la beauté et la science avec tout le monde, ou est-ce exactement la même stratégie de soft power qu'à Alexandrie, acheter la culture pour justifier leur immense pouvoir économique? Oui, ouais. Oui, ce qui m'est venu à la tête d'abord, c'était le plus tu fais des donations, le plus tu as des réductions dans les taxes. Ah, oui, oui, Alors, je bien pense sûr, c'est vrai. qu'ils font de la bienveillance, de l'altruisme pour, récompenser eux-mêmes. Et bien sûr, la façon de penser, de devenir, à partir de devenir historique a changé. Oui, je crois que 3% c'est la bienveillance, 93% c'est autre chose. Mélange des rituels, comme tu dis, appartenir à l'élite. Ça te pose dans une situation confortable d'admiration. Ça te donne une position sociale, de dire je fais de l'altruisme, je fais des donations. Ça te fait partir d'un cercle de riches qui font ça. Et après, les taxes et la culture, bien sûr, ils veulent appartenir à la culture. Je pense ça. D'accord, d'accord, très bien, ouais. Merci, oui, c'est vrai que on a ces allègements d'impôts à travers les dons, bien sûr, qu'on peut bénéficier. Merci, merci Ray pour cette petite information. Olga? À rajouter ce qui Ray vient de dire, je voudrais seulement rajouter quelques faits. Peut-être, je pense aussi peut-être quelques ambitions personnelles. Bien sûr, c'est très important pour les gens très riches d'avoir de réduire les impôts, comme Ray a dit, mais je pense aussi qu'il y a quelque chose, non seulement l'ambition personnelle, mais quelque chose qui va rester votre nom à l'histoire, puisque je pense que c'est aussi le phénomène de mnémosine, la dièse de mnémosine. Tous les musées est lié avec mémoire, mnémosine, mémoire. C'est-à-dire, si votre nom, si vous êtes un grand donateur, grand patron de l'art, vous devenez soit riche, soit moins riche, mais votre nom devient dans l'histoire de l'art. Comme un exemple, je peux donner le nom de patron de commerçant russe du 19e siècle, début du 20e siècle, Pavel Tretikov, qui a fondé la galerie Tretikov nationale à Moscou. Il a commencé, il était une personne très noble, pas d'origine aristocratique, origine de bourgeois, mais il a commencé à collectionner les tableaux grand pas en pas. Il est devenu le critique de l'art, et après, il a donné la galerie comme un cadeau à la ville de Moscou. Ça même la révolution bolchevique n'est pas écrasé le nom de Pavel Tretikov, aussi que le nom de la galerie. Peut-être se peut attribuer au beaucoup de galeries. C'est mémoire, même le roi, soit bon, soit mal, mais personne, mais Catherine II a fondé l'Ermitage. C'est-à-dire le nom au moyen devenu dans la mémoire des hommes. Très bien, merci, merci beaucoup Olga pour cette anecdote très, très intéressante. C'est vrai, bien sûr, on essaye de laisser des traces dans l'histoire. La mémoire est toujours très, très importante. Très bien, merci, merci Olga pour cette petite anecdote. Et nous allons maintenant donc continuer notre visite. On quitte les bibliothèques silencieuses d'Égypte et avançons de quelques siècles. Nous voici au cœur de la République romaine, au IIIe et IIe siècle avant notre ère. Bienvenue donc dans l'espace public romain, au milieu du bruit, au milieu des termes et des forums. Les Romains ont un profil très différent des Grecs. Ce sont avant tout des militaires, des bâtisseurs et des conquérants pragmatiques. Lorsqu'ils conquièrent la Grande Grèce, le sud de l'Italie, puis la Grèce elle-même, eh bien, leurs généraux découvrent un niveau de raffinement et de luxe qu'ils n'avaient jamais imaginé. Que font-ils? Eh bien, ils pillent.
C'est le phénomène de la spolia, le butin de guerre. Des milliers de statues de bronze, de tableaux et d'orfèvrerie sont arrachées au temple grec et ramenées à Rome par des charrettes entières. Mais un problème politique majeur se pose. Si un général victorieux garde toutes ces statues merveilleuses enfermées dans sa luxueuse villa privée, eh bien le peuple romain gronde et crie à l'injustice. Donc les politiciens romains ont alors une idée de génie pour calmer le peuple et surtout pour gagner les prochaines élections, ils décident d'offrir cette beauté à la collectivité. C'est ce qu'on appelle l'évergétisme. Ils inondent les places publiques, les jardins, les bains publics de ces œuvres volées. Et comme il n'y a bientôt plus assez d'originaux grecs pour satisfaire tout le monde, eh bien ils inventent une industrie colossale, la reproduction en série. Des ateliers réalisent des copies en marbre des chefs-d'œuvre grecs pour décorer chaque recoin de l'Empire. D'ailleurs, la majorité des statues en marbre que vous pouvez trouver, par exemple, dans le musée du Louvre, sont des copies romaines d'œuvres originalement grecques. Sans le savoir, les Romains viennent d'inventer 3 concepts fondamentaux de notre monde moderne, le marché de l'art, la copie et la scénographie urbaine. Alors, si on s'emparait par la force des chefs-d'œuvre d'une autre culture, mais au lieu de les cacher, on les exposerait gratuitement dans les rues pour émerveiller les citoyens et s'assurer de remporter des élections. Cet acte ferait-il de nous de grands démocrates qui donnent l'accès à la beauté, ou bien de grands manipulateurs qui utilisent l'art volé comme une simple monnaie d'échange pour acheter la soumission du peuple? Oui, Ray? Oui, je pense que on sait bien que chez les politiques, ça dépend comment on te vend l'idée. Par exemple, si on nous disent, voilà, on va vous offrir un musée itinérant pour que la culture soit accessible à toute sorte de gens. Un musée itinérant, c'est une bonne idée pour rapprocher les gens. Au lieu que les gens aillent au musée, les musées vont aux gens. Ça dépend de comment tu vends l'idée, avec quelles astuces de marketing, et tu peux te vendre, tu peux convaincre n'importe qui avec un bon marketing et des idées de pub. D'accord, oui, donc bien sûr, ça dépend comment est-ce qu'on nous vend la proposition. Les politiciens sont toujours doués pour retourner les choses de négatif à positif. Quelqu'un d'autre a une réflexion à nous proposer sur cette question? Oui, Olga? Dans le contexte de ton question, Mathieu, je me rappelle l'épisode de la vie de Michel-Ange, de grand génie de Renaissance italienne, Michelangelo Buonarroti, quand il a créé son David. Oui, tous les chefs-d'œuvre, en tout cas certains cas, étaient commissions, soit par les évêques, soit par les papes, très souvent. En certain degré, on peut dire que c'était pour leur propre ambition, pour manipulation. Mais en tout cas, c'est l'ordre donnait la possibilité de créer des chefs-d'œuvre extraordinaires, puisque quand Michel-Ange a créé son David, son grand statue de David, je pense que la première, quand tous les Florentines, les habitants de Florence ont vu David, ils ont écrit « Nous sommes fiers que nous sommes florentines, quel grand un homme », c'est-à-dire soit était fait pour l'ambition des papes les évêques, en tout cas c'était un grand chef-d'œuvre qui a produit, qui a influencé la nation, toute la nation. Oui, c'est vrai, Olga, on va y arriver à l'époque de la Renaissance. Merci pour cette petite nouvelle anecdote historique liée au fameux Michel-Ange. Très bien. Donc, on va avancer. On va passer à la salle suivante. On quitte ici la lumière écrasante et le bruit des forums romains. L'Empire s'est effondré. Le monde a changé. Nous voici plongés dans la pénombre et le silence du Moyen Âge.
Pendant plus de 1000 ans, l'idée d'exposer de l'art dans la rue ou dans les galeries profanes disparaît totalement. L'ancêtre du musée va se replier dans un seul et unique endroit, l'église. C'est l'ère du grand retour du trésor. Et que trouve-t-on dans ces trésors d'abbayes et de cathédrales? Eh bien, des calices, des croix, des manuscrits enluminés et surtout des reliquaires, c'est-à-dire des boîtes précieuses contenant les ossements des saints. Mais attention, l'état d'esprit est radicalement différent de celui des Romains. Au Moyen Âge, la beauté plastique ou le réalisme d'une œuvre n'a aucune importance. On n'admire pas la technique de l'artiste, on accumule l'or et les pierres précieuses pour une seule raison, prouver la puissance de Dieu et attirer la protection divine sur la communauté. Mais il y a un second secret, beaucoup plus pragmatique. Souvenez-vous de l'étymologie de notre vestibule, Thésaurus, l'entrepôt. Ce trésor est en réalité le coffre-fort de la société. L'art médiéval est un art de survie, c'est une guerre. Si une guerre éclate, si une terrible famine frappe la région ou s'il faut payer la rançon d'un roi capturé par l'ennemi, comme ce fut le cas pour le roi de France Jean le Bon par exemple, eh bien on n'hésite pas une seule seconde. On prend ces chefs-d'œuvre d'orfèvrerie inestimables et on les jette dans le feu pour les faire fondre et en faire des pièces de monnaie. L'œuvre d'art n'est pas intouchable, elle est un capital que l'on liquide en cas de crise. Donc au Moyen Âge, on détruisait sans hésiter des chefs-d'œuvre artistiques pour survivre économiquement. Imaginez un instant que notre société actuelle s'effondre demain face à une catastrophe mondiale par exemple. Si vous étiez chargé de constituer un ultime trésor à cacher pour les futures générations qui survivront, que choisisseriez-vous de sauver en priorité? Des œuvres d'art majeures comme la Joconde, pour préserver la beauté et l'âme de notre civilisation, ou bien uniquement des objets techniques et utiles, par exemple des graines, des outils, des manuels d'ingénierie pour garantir leur survie matérielle. Quel serait votre choix en tant que dernier gardien des grands trésors? Alors, oui, regarde. Je vais choisir les beautés. Je vais préserver la Joconde. Je vais préserver Mona Lisa. Mais dans ce commentaire, je voudrais rajouter quelque chose que malheureusement, Moyen Âge se répète, puisqu'on peut trouver les cadres du film documentaire, les cadres assez uniques, blanche et noir, blanche et noir, quand les bolcheviks qui sont devenus au pouvoir en Russie et fondé l'Union soviétique, ils ont fait la même chose. Ils détruisent ou ils extractaient les pierres précieuses, des bijoux extraordinaires. Dieu sait combien de trésors ont été détruits, violés, rassés, et d'autres, que malheureusement l'histoire se répète à certaines étapes. Oui, oui, Olga. Après, oui, c'est vrai qu'on a toujours ces fameuses retours de la mode, retour de l'histoire. Oui, oui, c'est des cercles qui se reforment. Dri? Ouais, coucou. Bien sûr, ce que je surveillerais, c'était les œuvres de beauté, mais principalement des histoires, comme les roses, la pierre rosette, ou même des porcelaines, des céramiques qui ont trouvé en Chine de 10 000 ans. Quelques objets qui peuvent raconter les histoires, notre histoire, ou de chaque peuple, leur histoire. Je crois que c'est vraiment important, non seulement pour la richesse, mais bien sûr pour savoir d'où on est né, notre civilisation, notre histoire,
notre vie, c'est vraiment important. Je crois que c'est ça. Pour moi, c'est notre but. Ce n'est pas le même de Moyen Âge, mais je crois que c'est ça. Le musée, c'est pour ça. D'accord. Très bien, Dri. On est comme Olga, on a une valeur sentimentale avec l'art, avec les objets qui représentent donc une culture. Très Ouais, bien. et une autre chose, au Japon, c'était possible de voir les armures de samouraï, qui pour moi, c'était une histoire de ma famille, mais c'était très loin. Et la possibilité de les voir devant moi, avec mes yeux, c'est, c'est une chose incroyable. Et même regarder les musées en Égypte, voir des statues et quelques poupes de pierre qui sont faites je crois que 8000 ans avant Jésus-Christ. Euh, alors, on peut, c'est notre histoire. On peut voir que l'histoire que on étude dans l'école et ce n'est pas la vraie. On va découvrir d'autres histoires avant ça. Mhm. Oui, c'est vrai qu'il y a certaines choses, bien sûr, qu'on n'apprend pas à l'école. Et on doit voyager, on doit se promener, on doit visiter les musées pour découvrir Et, de nouvelles choses, de nouvelles versions de l'histoire. ouais, c'est le D'accord. trésor de notre humanité. C'est ça. Très bien. Merci. Merci, Dri. Nicolas? Oui, bonjour tout le monde. Moi, je garderai la technologie et la capacité de recréer le monde, au moins euh, avec des manuels d'ingénierie, etc. Parce que ben, si je pense, par exemple, si je prends l'exemple de la Joconde, voilà. Bon, je m'en je m'en fiche qu'il est là dans le Louvre parce que chaque fois que je suis là, voilà, il y a un fou devant, je ne peux pas voir, c'est tout petit. Bah. Mais qu'est-ce que c'est le plus important? C'est exactement l'image qu'on peut faire sur l'écran d'un ordinateur. Ça suffit, c'est la beauté, c'est la beauté abstraite. C'est pas nécessaire d'avoir la capacité d'avoir ce truc dans les mains. C'est autre chose. Si notre société s'effondre, voilà, bon, il y a personne, non, sauf pour peut-être les gardiens du musée, aura la chance de voir cette œuvre. Voilà. Bon, mais si on dit que la voir, par exemple, le Wikipédia, voilà, c'est bon, c'est excellent. Tout le monde peut voir, tout le monde puisse voir le, l'image et la beauté. Donc, c'est la technologie que je garderai. D'accord, très bien, Nicolas. Oui, la représentation donc virtuelle de certaines œuvres, on peut les retrouver, comme tu as dit, sur Internet, Wikipédia. Donc pourquoi s'embêter à les garder si on les a déjà stockées dans une mémoire virtuelle collective. D'accord, merci. Il y a des choses plus importantes comme la technologie. Merci Nicolas pour ta réponse. Olga, tu voulais Rajouter très court, peut-être, je pense que Dre et moi, nous sommes guidés par la philosophie de Dostoïevski. La beauté va sauver le monde. Pas technologie, mais la beauté. C'est pourquoi je vais préserver les bateaux. Non, non seulement la Joconde, qui est toujours critiquée, mais c'est emblématique, mais peut-être toutes les étoiles. Bon. Oui, toutes celles qu'on peut. Bien sûr, j'ai mis la Joconde comme un symbole, bien sûr, de représentation des peintures de l'art, mais bien sûr, ça pourrait être autre chose. D'accord, Olga. Merci. Tania? Ah oui, bonjour. Oui. Je dirais que mes collègues sont vraiment très romantiques. Euh, Parce que, à mon avis, si on a
si on avait un enfondrement total de l'humanité, alors il n'y aurait plus de générations futures. Donc, c'est n'importe si on va garder la Joconde ou les technologies, ça ne sert à rien. D'accord. Donc toi, pour toi, c'est une dimension peut-être trop romantique Oui, de bon, l'histoire. Il faut. Oui. exactement. Ouais, s'il n'y a plus de monde, alors qu'est-ce que ça va servir? D'accord. D'accord. On pourra recréer de l'art plus tard, c'est ça? Une fois qu'on se sera récupéré. Je, je sais pas, mais je peux pas, je ne peux pas. euh, je n'ai pas une prédiction pour le futur, mais bon, euh, je sais pas. En fin de compte, ça m'est égal. D'accord. Ok. D'accord, Tania. Merci pour ton intervention. On va voir ce que disent les autres. J'ai vu que plusieurs mains se sont levées. Cathy. Oui, pour moi, je tombe sur le côté de sauver la technologie aussi. Pour moi, oui, c'est plutôt pratique. Et même si je comprends le romantisme de sauver l'âme de l'humanité dans sa forme actuelle, c'est peut-être un peu égoïste sur nos parts de faire la supposition que ça serait très important pour la civilisation qui reste après ou qui se développe après. Et pour moi, si j'étais une partie de cette civilisation, je serais assez énervé si c'était juste la Joconde et pas tous les outils qui a pris des décennies, des siècles, des millénaires de développer et on a laissé juste la Joconde. Pour moi, non, je préfère avoir les outils, mais je comprends l'autre côté absolument parce que oui, absolument, notre histoire comme humanité est très, 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 très riche et en fait, ce n'est pas vraiment égoïste de considérer que ça serait important pour les autres parce que nous considérons l'histoire de les civilisations avant important de nous, mais face à le choix entre les deux, je pense que le pragmatisme, comme Ray a dit, c'est le plus important pour le survivre de la civilisation De l'humanité. qui vient. Oui, c'est juste un peu plus réaliste, je pense, mais je comprends les deux côtés. D'accord, oui, comme Ray, on choisit le pragmatisme. D'accord. Très bien. Brad. Bonjour tout le monde. Je suis du côté de Nicolas et Cathy. Je pense que c'est plus pratique de préserver les choses les plus simples pour préserver ou protéger l'espèce humaine. Et en fait, en ce moment, il y a exactement ça, un projet dans le nord, je pense en Groenland, pour préserver toutes les espèces de graines qui se trouvent dans le monde actuel. Parce qu'avec une catastrophe mondiale, il se peut le système de alimentation va être menacé au niveau d'agriculture. Et c'est quelque chose qui n'exige pas beaucoup d'expertise selon ce qui se passe, parce que c'est simplement une question d'adapter, expérimenter avec des semences, avec les grains.
Et on a déjà commencé ce projet, probablement pour la raison que tu suggères. Et je pense, si c'est grave que ça, ce sera presque impossible de répliquer le niveau de technologie qu'on possède en ce moment. Ça va être vraiment difficile à faire. Donc, il faut chercher des moyens plus simples pour protéger le plus de monde que possible ou aider le plus de monde possible. Et ça, c'est au niveau de l'alimentation et au niveau de la santé. Il faut surtout garder tout ce qu'on sait dans le système de santé pour les vaccinations contre les maladies et tout ça. Encore une fois, c'est pas nécessairement très compliqué. Ce sera probablement longtemps avant de devenir comment utiliser le mRNA vaccine, mais c'est un bon endroit de commencer, je crois. Et moi, je laisserai tomber les objets d'art et les œuvres d'art, franchement. C'est dommage, mais au niveau d'importance, je pense que le survie immédiat exige des étapes plus pratiques. D'accord, Brad. C'est vrai, oui, j'en ai entendu parler aussi de cette réserve de graines située au Groenland, qui, oui, est un projet qui a vu le jour. Très bien, merci Brad pour cette information. On va demander aussi à Akio de s'exprimer sur cette question. Oui, bonsoir. Ce n'est pas la question directe à cette question, mais cette question me rappelle un musée dans ma ville. C'est un musée de la charpenterie. Et ce musée, il est consacré aux objets de la charpenterie et d'anciens vieux objets de la charpenterie. Et les objets, la plupart des objets sont les reproductions, mais en regardant, étudiant ces objets, on peut apprendre comment des objets d'art ou des beautés ont été construits, comme par exemple des vieux temples magnifiques. La technique de construction ces objets montrent comment la technique ancienne a été inventer et utiliser des objets. Et aussi, comme Duhi a dit, beaucoup d'objets liés aux samouraïs sont maintenant les objets, les œuvres d'art. Beaucoup de musées ils les exposent des épées des samouraïs comme œuvres d'art. Ils sont très belles et beaucoup de visiteurs les apprécient. Donc, pour moi, les choses pragmatiques sont étroitement liées à la beauté. C'est ce que je pense. Oui, c'est très bien. Akio, ça recoupe un petit peu justement avec la question de Nicolas. Est-ce que c'est quoi le plus important du manuscrit? C'est le manuscrit en lui-même ou les idées qu'il contient? Donc, comme disait Akio, la pratique, le savoir-faire. Est-ce que une fois que nous avons été capables de répéter ce savoir-faire, qu'est-ce qui est le plus important? Est-ce que c'est maintenir l'œuvre d'art ou essayer de transmettre ce savoir-faire à d'autres générations? Oui, Diane? Oui, je suis d'accord avec les pragmatistes. Si vous pensez que vous êtes sur une île désertée, qu'est-ce que vous allez choisir? Je pense les utiles et les autres choses pour survivre et peut-être les choses qui contiennent les connaissances du monde. Oui, c'est ça pour moi. Très bien, merci Diane. Il y en a une très belle équation proposée par Ray: pragmatisme plus romantisme égale être humain. Est-ce que ce serait possible de détacher l'un de l'autre?
C'est une bonne question qu'on pourrait se poser. Olga? Oui, je pense que ton question provoquait beaucoup de grandes discussions. Grandes discussions, oui. Il y a mise en chat pragmatisme et romantisme être humain. Oui, peut-être comme ça. Je pense qu'il y a quelques réponses dans ton question qui se préserver la beauté et l'âme de notre civilisation. Il faut définir peut-être qu'est-ce qu'il fait l'âme de notre civilisation. Est-ce qu'il est possible de parler un petit peu de Leonardo da Vinci? Tania va commenter que je n'ai pas vivre sans Leonardo da Vinci dans un moment. Mais c'est le fait très intéressant. Moi, tu sais pourquoi Leonardo était un grand inventeur aussi. Il a créé le prototype de hélicoptère, le prototype de submarine. Mais pourquoi le peuple pragmatique ne créait pas l'hélicoptère et le submarine à cette époque-là? Pour moi, c'est une question intéressante. Ça reste comme les dessins, toutes les dessins à Leonardo. Pourquoi Lodovico de Muro, le patron de Léonard et d'autres patrons n'étaient pas moins intéressés, mais le chef-d'œuvre de Léonard, l'état bleu, Madame la bonne, la belle ferronnière, la Joconde, la Madonna dans la grotte, à grotte. Elles sont survécu les siècles. Peut-être on peut dire romantisme plus pragmatisme. Oui, c'est vrai, Olga. C'est obligatoire de mentionner Leonardo da Vinci dans nos sessions, surtout si tu es parmi nous. Merci, Olga, de nous avoir ici éclairé nos lanternes. On va avancer justement, puisqu'on parle de Leonardo da Vinci, on avait mentionné Michel-Ange tout à l'heure aussi. On va bien sûr entrer dans une nouvelle salle, la Renaissance. Donc on quitte les ténèbres, les reliquaires et le mysticisme du Moyen-Âge. Le monde s'ouvre, la lumière revient. Nous voici donc au XIVe et XVe siècle, en pleine Renaissance italienne et européenne, entrer dans la galerie privée d'un prince. Ici, les règles du jeu politique et social changent totalement. Jusqu'à présent, pour prouver qu'on avait le droit de gouverner, il fallait prouver qu'on avait le sang le plus pur, l'aristocratie, ou l'épée la plus tranchante, la force militaire. Mais deux nouvelles élites, comme la famille Médicis à Florence ou les puissants ducs de Bourgogne, vont utiliser une nouvelle doctrine intellectuelle, la magnificence. Qu'est-ce que c'est la magnificence? Eh bien, c'est l'idée selon laquelle le prince va démontrer sa supériorité d'âme et son droit inné à diriger par l'étalage de sa richesse et surtout de son goût infaillible. Le souverain ne collectionne plus seulement l'or pour financer des guerres, il collectionne l'antiquité et la peinture pour éblouir le monde. Posséder l'art, c'est posséder l'histoire. C'est à cette époque que se produit une double bascule sociologique majeure. La naissance du génie. Ici, l'artisan anonyme du Moyen-Âge qui taillait la pierre pour la seule gloire de Dieu devient l'artiste intellectuel de génie que les rois s'arrachent à prix d'or. Il faut penser ici au roi François Ier qui faisait venir le grand Léonard de Vinci jusqu'à sa cour en France pour justement qu'il puisse avoir des pièces originales. Et puis, il y a aussi l'invention de la galerie pour exposer ce savoir. L'architecture invente un tout nouvel espace, la fameuse galerie. Ce n'est plus un couloir sombre pour se défendre, c'est un couloir de lumière conçu uniquement pour la promenade mondaine où l'ambassadeur ou le courtisan marche en étant écrasé par la culture du maître des lieux. Alors, les princes de la Renaissance étaient intimement persuadés que le fait d'avoir du bon goût, d'aimer l'art et de s'entourer de beauté prouvait qu'ils avaient une âme supérieure, digne de gouverner les autres. Si on reste honnête, pensez-vous que cette idée a totalement disparu aujourd'hui? Diriez-vous que dans nos sociétés modernes, le fait d'avoir une grande culture artistique et de posséder des objets raffinés reste une forme de supériorité sociale pour se distinguer des autres? Ce que le sociologue Pierre Bourdieu appelait la distinction. Est-ce que pour être distingué, il faut avoir une grande culture artistique?
Oui, Brad? Pas du tout. Je pense que dans la démocratie, il faut avoir de la richesse, c'est tout. Il faut avoir de la monnaie pour concourir dans les élections et tout ça, surtout dans les grands empires comme les États-Unis. Il faut absolument être très, très riche pour devenir politicien, franchement. Et pour démontrer, je crois pas que c'est nécessairement pas de démontrer ta appréciation de l'histoire. En fait, je trouve qu'aux États-Unis, il n'y a pas d'appréciation de les histoires. Donc, c'est une question de monnaie aujourd'hui. Et bien sûr, c'est pas les politiciens et les gouvernements qui gèrent le monde, c'est le commerce, c'est les grandes entreprises qui gèrent le monde, qui ont tous les pouvoirs maintenant. Donc c'est l'argent qui domine le monde. C'est l'argent qui fait tourner le monde, absolument. D'accord, merci Brad. Oui, bien sûr, on est dans un monde capitaliste, il ne faut pas l'oublier. Olga? Je pense, Mathieu, si on parle des grands patrons de l'ère, de la Renaissance, Lorenzo Medici, Laurence il Magnifico à la manière française, Lorenzo de Medici, il me semble qu'il était complètement extraordinaire. Je ne pense pas qu'il seulement pensait sur que beauté avait une âme supérieure, puisqu'il y a non seulement cultivé les jeunes Michel-Ange, il a vraiment créé les soi-disant académie néoplatonique en invitant beaucoup de philosophes, grands philosophes comme Pico della Mirandola, comme Marsilio Ficino. Il me semble qu'il était obsédé peut-être au port de faire quelque chose pour la patrie. C'est aussi comme ça, basant sur son activité. Je pense que peut-être la tendance maintenant de faire quelque chose pour les nations, pour la patrie, est disparue, ou peut-être on n'ont pas quelques faits. Peut-être que les gens, ils font. En général, je pense que la tendance est, s'il n'est pas mort, mais moins développée. Oui, bien sûr. D'ailleurs, c'est en Italie que a commencé à apparaître ce concept des musées, des donations pour pouvoir justement éduquer. Très bien, merci Olga. Nicolas? Je ne suis pas d'accord avec Brad en fait. Je pense qu'il y a, ça existe, ça continue d'exister. Par exemple, si je prends l'exemple des États-Unis ou plus fort l'exemple d'Australie où il n'y a pas de culture, il n'y a pas de patrimoine. Puis, si j'ignore l'histoire des Aborigènes, voilà, nous regardons l'Europe et la France en particulier, sa patrimoine, et il y a quelque chose ici qui s'appelle la gêne culturelle. Écoute, ça existe aujourd'hui. Oui, ce n'est pas du tout. Oui, c'est vrai que dans la société en général, c'est l'argent qui parle très fort, mais au niveau artistique, au niveau culturel, nous regardons comme j'ai oublié le mot en anglais et aussi en français, mais nul, on peut dire. D'accord. À la France. En comparaison à certains continents, c'est ça, il y a des continents qui... Oui, je crois qu'il existe. Cette idée ici, il existe, il continue d'exister. D'accord. Donc tu penses que oui, certains, par exemple, Européens peuvent jouer de leur histoire pour se sentir supérieurs, dire « Ah, mais moi j'ai plus d'histoire culturelle que toi ». Absolument. D'accord, Nicolas. Merci. Donc oui, il y a un sentiment des fois de supériorité sur ce point. Dri? Ouais, je suis d'accord avec Braid à propos de pouvoir, que c'est l'argent, bien sûr. Et je crois qu'aujourd'hui, les œuvres d'art, les objets raffinés, ils ont un autre but aujourd'hui, qui c'est un peu triste, mais je ne sais pas partout au monde, mais
on remarque ici ils sont utilisés pour blanchiment d'argent. Alors, parce que les œuvres, il n'y a pas une valeur en soi-même, inestimée. On peut mettre des valeurs astronomiques dans un tableau et blanchir l'argent derrière tout ça, mais je sais pas. Oui, Je crois que c'est les magouilles, hein, oui, bien sûr, il y a des fameuses opérations qui sont faites, mais ça, oui, ça reste dans le domaine économique. Mais oui, ouais, c'est vrai, Drick, il y a un marché assez fort là-dessus. ouais, le marché a changé un petit Mhm. peu, je crois. Mais je- D'accord, Drick. C'est ça. Merci. Merci. Tania? Euh, je suis dans le camp de Brad aussi, donc je suis pas d'accord avec Nicolas. Euh, mais je vais renverser tout ça un petit peu parce qu'en fait, à mon avis, pour bon, le vieux continent, bon, ça veut dire l'Europe, euh, les gens sont plus cultivés et tout ça, c'est parce qu'ils ont eu de l'argent avant. Et non, mais c'est vrai. Si on n'a pas d'argent, si on s'occupe des choses quotidiennes, si je ne sais pas, si on est préoccupé bon, on n'a rien à manger, on n'a rien à porter, tout ça, on n'a pas vraiment le temps ou l'esprit pour apprécier l'art. Donc, je pense que, en fin de compte, voilà, c'est l'argent qui fait tourner le monde. Même si euh, si Nicolas dit que, bon, bien sûr, l'Europe a une histoire très, très riche et tout ça, mais parce que il y avait l'Espagne, il y avait la France, il y avait le Portugal qui ont dominé le monde dans certains moments. Mhm. Bon. C'est vrai, c'est vrai. Et alors justement, Tania, tu nous permets de faire ici un lien avec la prochaine salle qui s'appelle le cabinet des curiosités et l'appropriation du monde. Donc on franchit ici une nouvelle porte, nous avançons dans le temps pour arriver au XVIe siècle, le monde vient de basculer, Christophe Colomb a découvert les Amériques et les navigateurs portugais contournent l'Afrique pour atteindre l'Asie. Imaginez ce vertige pour les Européens de cette époque. L'univers s'agrandit brutalement. De nouveaux animaux, de nouvelles plantes, des peuples jusqu'alors inconnus font leur apparition. Face à cet inconnu, qui terrifie mais aussi qui fascine, les puissants de ce monde vont réagir en créant une nouvelle invention. Le cabinet des curiosités, ou Wunderkammer, la chambre des merveilles. L'objectif ici de ce meuble foisonnant n'est pas seulement de décorer, c'est une tentative psychologique de rassurer l'esprit humain. Le prince essaye de créer un abrégé de la nature. S'il peut rassembler un fragment de chaque continent, de chaque animal et de chaque tribu dans son tiroir, alors il maîtrise symboliquement l'univers entier. Mais dans ces cabinets, la frontière entre la science et la superstition est encore floue. On y trouve de tout. De vrais coquillages rapportés des mers du Sud qui côtoient de fausses cornes de licorne qui étaient en réalité des défenses de narvals marins vendus à prix d'or par les Vikings. Mais c'est ici que se cache notre anecdote la plus fascinante et peut-être même la plus sombre en regardant les ivoires sculptés qui proviennent d'Afrique, de Sierra Leone ou de Congo. On s'est aperçu ici d'un détail troublant, ces objets n'étaient pas toujours des créations africaines authentiques destinées à un usage local. Les collectionneurs européens, notamment portugais, passaient commande aux artisans africains pour qu'ils sculptent des objets en ivoire selon le goût de l'Europe. On modifiait la culture de l'autre pour qu'elle corresponde au fantasme de l'Occident. Alors les Européens collectent, classent et vont jusqu'à commander des œuvres exotiques modifiées pour leur propre salon. À votre avis, ce meuble est-il la preuve d'une formidable et innocente curiosité intellectuelle, la naissance de l'esprit scientifique moderne peut-être qui veut comprendre le monde, ou est-ce le tout premier acte psychologique du colonialisme, vouloir posséder l'autre et modifier sa culture
pour se divertir? Oui, Ray? Oui, je pense que c'est comme la loi du pendulum. La loi de? Le pendule. Ah, du pendule. Le pendule. Oui, on vient de sortir du Moyen-Âge où tout est interdit, la religion contrôle tout. Et maintenant qu'on a une liberté d'explorer, de coloniser, d'implanter les règles, de se sentir le centre de l'univers, l'être humain, comme l'esprit de la Renaissance, je pense qu'ils se sont lâchés à tout conquérir, à mettre les règles où ils pouvaient le faire. Et c'était le cas des Européens. Il aurait pu être les Chinois, quelqu'un d'autre. Mais cette conquête, c'était bien sûr psychologique de libération, d'être un enfant dépendant et devenir maintenant un adolescent qui peut explorer, qui se détache de parents, de la religion et qui est libre pour explorer. D'accord. Donc oui, tu penses plutôt que c'est vraiment quelque chose de l'explorateur, de la curiosité, l'aventurier. On veut Oui. découvrir ce nouveau monde. Oui. Mhm. D'accord. Très bien. Merci, merci Ray. Ginny? Pour moi, personnellement, c'est un acte de colonisation, un acte de psychologiquement coloniser le monde et aussi de posséder de l'autre et montrer sa puissance, sa supériorité. Et aussi peut-être modifier sa culture pour se divertir, pour s'impresser et pour peut-être changer la culture de l'autre, d'Asie et d'Afrique pour qu'elle corresponde au goût de l'Occident, le goût de l'Européenne. D'accord. Très bien. Merci, merci Ginny. Merci. Dri? Je crois que c'était l'exploration pour l'exploration. Ici au Brésil, c'était, j'ai oublié le nom. Les Portugais ont tué tous les indigènes. Alors, il n'y a pas de respect avec la culture, avec les personnes. Les Européens ne considéraient pas les indigènes comme personnes. C'était comme des animaux. Je crois que cela est arrivé la même chose en Afrique, en Amérique du Sud. Et tout ce qu'ils pourraient explorer, c'était pour eux, comment je pourrais, c'est la colonisation, tout qui c'était possible de porter en Europe, c'était fait. Et il y avait une importance culturelle. Parce que ce n'était pas les gens, je crois. Je crois que à quelques moments, des esclavages, ils pourraient penser, je ne sais pas si les humains étaient humains ou pas, c'est un moment d'exploration. Il n'y a pas de notre culture. C'était un ennemi, c'était comme des animaux. Je crois que c'est ça. Je crois qu'après quelques décennies ou 500 ans, je sais pas. Après quelques ans, Quelques années. quelques années, ils vont penser, vont changer la pensée. Mais a priori, D'accord. c'est l'exploration totale. Oui, oui, après, oui, bien sûr, c'est vrai qu'il faut essayer de tout recontextualiser aussi les choses. À cette époque-là, on ne savait pas, on pensait que ce qu'il y avait derrière la mer, c'était la fin du monde. Et donc, Ouais. ouais, quand on tombait sur des autres pays, des autres continents, bah, c'était quelque chose de complètement extraordinaire. Et c'est vrai que bah, ça n'a pas été traité comme des humains. On pensait que c'était quelque chose venu d'ailleurs. Mhm. Ouais. Merci, merci Dri. Brad? Je pense qu'au début,
la colonisation a commencé avec le but d'obtenir un avantage dans le commerce, de trouver des nouvelles routes pour faire du commerce. Et la colonisation vraiment prend vol plus tard, surtout dans le 17e, 18e siècle ou le 19e siècle, avec des compagnies privées, l'arrivée de la compagnie, le système des grandes compagnies qui étaient privées, qui ont obtenu des chartes d'une loi, d'un pays, dans le nom d'un pays, pour chercher des ressources ailleurs, pour exploiter les ressources ailleurs. Par exemple, où j'habite au Canada, l'exploration du Canada a été commencée avec la compagnie Hudson's Bay, qui était une compagnie privée, qui avait une charte de roi d'Angleterre pour contrôler le commerce au Canada. À ce moment-là, c'était les fourrures, parce que les fourrures, le marché des fourrures était très populaire en Europe. Mais je pense que les colonisateurs ils n'intéressaient pas dans la culture ailleurs, ils intéressaient seulement sur les ressources, plutôt sur les ressources. Et c'est ça qui a causé la plupart de la colonisation. Et je pense que ce n'était pas un exercice, peut-être plutôt c'était un exercice religieux, c'est vrai, mais je pense que c'est encore une fois, c'est une question de richesse et des nouvelles ressources pour les pays européens, franchement. Et Oui. ils ont, bien sûr, comme Dury a dit, ils ont détruit la culture dans les pays où ils ont exploré, franchement. Oui, Brad, c'est vrai que bon, il y avait bien sûr un objectif de ramener toujours des nouveaux trésors, des nouvelles richesses pour financer les voyages, hein, puisque c'était des voyages très longs avec beaucoup de personnes. Puis après, est arrivé l'exploitation des hommes aussi avec l'esclavage. Donc oui, Et c'était fait c'était en fait les compagnies privées qui l'ont fait dans une grande échelle, dans le nom d'un pays avec le charte qu'ils ont obtenu du roi, franchement. Oui, c'est vrai que bon, il y avait bien sûr des ordres royaux qui étaient donnés pour pouvoir accaparer tout au nom de la couronne. Oui. C'est vrai, Brad. Donc on continue notre voyage et on arrive à notre 6e salle au temple de la Révolution. On ferme les tiroirs étouffants de notre cabinet de curiosité et on fait un saut dans le temps de plus de 2 siècles pour atterrir à Paris. Nous sommes en 1793, en pleine Révolution française. Le monde des rois et des princes s'effondre. En abolissant la monarchie et en confisquant les biens de l'Église, la jeune République se retrouve soudainement propriétaire du plus grand trésor artistique d'Europe. Et que faire de ces dizaines de milliers de tableaux et de statues? Eh bien, c'est ici que survient un drame. Dans les rues, la colère gronde. De nombreux révolutionnaires veulent brûler les toiles, détruire les statues des rois, des ducs et des saints. Pour eux, ces œuvres sont les symboles toxiques de la tyrannie et de la superstition. C'est alors qu'un homme va se dresser, l'abbé Grégoire. Il décide de monter à la tribune en 1794 pour sauver ce patrimoine. Et pour stopper la fouille, il a besoin d'un choc psychologique, d'un mot nouveau et terrifiant. Il repense aux Vandales, ce peuple barbare qui avait mis à Rome à sac dans l'Antiquité, et il invente le mot vandalisme. Il dira d'ailleurs une phrase qui est restée célèbre: « J'ai créé le mot pour tuer la chose ». Donc il reprend ce terme des Vandales pour donc donner naissance à cette pratique du vandalisme, pour la dénoncer. Et grâce à cette manipulation linguistique géniale, il justifie la nécessité de protéger ses œuvres. Et où va-t-on les protéger? Eh bien, dans le palais même
des anciens rois. Le 10 août 1793, le palais du Louvre devient le Muséum central des arts de la République. C'est la bascule sociologique qui met en place ici le musée moderne qui vient de naître. L'art n'est plus la propriété d'un prince qui veut écraser ses sujets de sa magnificence. Les portes sont ouvertes. Le citoyen entre dans le palais de son ancien maître pour admirer ce qu'il a lui-même financé par ses impôts. Le musée devient l'école visuelle de la nation. Alors, on va terminer notre visite avec cette dernière salle, la salle des sémiophores. Nous voici donc arrivés à la fin de notre voyage dans le temps. On franchit notre dernière porte. Bienvenue au XXe et XXIe siècle. Le musée s'est pacifié, il s'est institutionnalisé et il a développé un pouvoir magique presque effrayant. Pour comprendre ce pouvoir, il faut convoquer un grand philosophe et historien contemporain, Krzysztof, je ne sais pas si je le prononce bien, Paumien. Krzysztof. Je parle Oui, Krzysztof. Olga. Krzysztof. Christophe. Merci. Merci Olga pour C'est la gagné. rectification. Il a observé cette simple chaise en bois que vous voyez de cette vitrine. Il s'est posé la même question que nous au début de ce cours. Que se passe-t-il concrètement au moment précis où un objet franchit les portes d'un musée? Eh bien, Paumien, il a réalisé que le musée impose une transformation invisible. Dès l'instant où cette chaise est placée derrière un cordon de sécurité, elle meurt économiquement et physiquement. Elle est arrachée à son utilité. Plus personne ne s'assiera jamais dessus. Enfin presque, hein, c'est pas arrivé pour cette chaise. Mais si on l'utilise, on la détruit. Et c'est justement arrivé littéralement avec cette pauvre chaise qui a été détruite par un touriste. Donc, en échange de cette mort utilitaire, le musée lui offre une renaissance intellectuelle. En perdant sa fonction, l'objet gagne une signification absolue. Il devient ce que Paumien appelait un sémiophore. Qu'est-ce que c'est un sémiophore? Nous revoilà avec l'étymologie. Séméion, le signe, phoros, le porteur. L'objet devient un porteur de sens. Cette vieille chaise ne sert plus à s'asseoir, elle sert à nous raconter le savoir-faire des artisans du passé. Elle représente l'art de vivre une époque révolue. Elle fait le pont entre le monde visible et le monde invisible de l'histoire. Donc, le musée moderne est devenu une machine alchimique capable de transformer n'importe quel objet banal en une relique intouchable. Pour terminer notre présentation, est-ce que tout cela est toujours bénéfique? Est-ce que ces objets appartiennent vraiment à des musées? On arrive donc à la fin de notre voyage. On a vu le musée naître comme un laboratoire à Alexandrie, devenir un outil de propagande à Rome, un coffre-fort au Moyen-Âge et une institution politique sous la Révolution. Mais aujourd'hui, le modèle traditionnel du musée occidental, il est pris au piège dans ses propres contradictions. D'un côté, il veut être le temple de l'universalisme. Et de l'autre, il doit absolument que beaucoup de ses collections sont le fruit d'un héritage colonial ou de spoliation brutale. Comment résoudre ce grand paradoxe? Eh bien, la solution, elle est peut-être double et elle est en train de s'écrire sous nos yeux. Tout d'abord, la restitution et le retour de l'aura. La première étape, c'est une réparation éthique. Rendre l'objet physique à sa culture d'origine. Prenez l'exemple des trésors précolombiens. Le retour des artefacts Inca ou Mochica sur la terre du Pérou n'est pas un simple transfert logistique, c'est rendre à l'objet son aura naturelle, son contexte et sa véritable signification identitaire au sein de sa communauté. L'objet cesse d'être un butin pour redevenir une mémoire vivante. Et puis, la fameuse technologie qu'on essayait de défendre tout à l'heure. Rendre l'objet ne signifie pas en priver le reste du monde. C'est ici que la technologie intervient. Grâce à la photogrammétrie et à la 3D, nous créons aujourd'hui des jumeaux numériques. La possession matérielle reste sur sa terre d'origine, mais la diffusion du savoir intellectuel voyage instantanément à travers le globe. Le musée n'est plus un bâtiment lourd qui centralise la matière, il devient un réseau qui décentralise la donnée.
Dernière petite question. Imaginez le Louvre ou le British Museum de demain. Tous les objets originaux ont été restitués à leur pays d'origine. Les bâtiments ne contiennent plus que des jumeaux numériques, des projections holographiques interactives et des bases de données parfaites avec toutes les explications. Seriez-vous prêt à payer un billet ou à voyager pour visiter ce musée 100% virtuel? Selon vous, une copie numérique, même parfaite et accessible à tous, possède-t-elle encore une âme et une émotion ou n'est-elle qu'un simple fantôme de pixels? Oui, Ray? Oui, tu avais évoqué les copies que les Grecs ont fait, ou les Romains ont fait des copies. Qui a fait des copies de ces statues? Oui, les Romains ont fait des copies Les des Romains statues ont fait grecques. des copies. Si on se contente d'admirer des copies, j'imagine que la pensée évoluera. Et qu'est-ce qu'est l'art? C'est une extension de l'homme. Et par extension, on peut tout admirer. La banane sur le mur, tu te souviens? La banane sur le mur qui est vendue par des millions. Si on peut accepter ça, on peut tout accepter. Alors, si on a un tapis roulant dans notre salon chez nous et on admire les musées de chez nous avec un tapis roulant et des images virtuelles, oui, je pense que c'est pas anodin, c'est pas banal, c'est l'évolution de la pensée et c'est écologique. On ne se déplace plus, on dépense pas en moyens matériaux. C'est l'évolution de la pensée, le devenir historique. Je pense que c'est normal. Et sinon, l'histoire, les humains trouveront d'autres solutions. Et si tu vois l'histoire, il y a toujours des choix. Les choix d'aller, de ne pas aller, d'apprécier, de ne pas apprécier. C'est le choix de chaque personne. D'accord. Très bien. Merci. Merci, Ray, pour ton opinion. Dri? Ouais, je suis allée à Dordogne et c'était un rêve de connaître les Lascaux, les grottes de Lascaux. Mais j'ai décidé de ne pas y aller parce que c'est une réplique. Ce n'est pas l'original, les originaux. Euh, pour moi, je peux voir dans un film sur Internet, ce n'est pas la même chose. Je sais que il y a une préservation pour maintenir la couleur, les dessins, mais ce n'est pas la même chose. Je crois que ok, c'est un cas, n'est-ce pas? Mais même si je décide d'aller au Louvre et il n'y a pas de Joconde ou il n'y a pas de momies, alors on va voir l'architecture seulement. Je sais pas. Tu vas te sentir arnaqué, c'est ça? Tu as Ouais, l'impression que... ce n'est pas très important. Je préfère voir la nature, flâner dans les rues de Paris. C'est mieux que aller à un musée payer. Ce n'est pas bon marché. C'est très cher. Alors, c'est ça. D'accord. C'est mon point de vue. Mais Je comprends, Dri. Non, très bien, justement, on est là pour discuter, pour débattre ensemble. Merci, Dri, de partager ton point de vue aussi avec nous. Ginny? Je suis d'accord avec Dri et moi aussi, je ne voudrais payer un billet pour voyager à un musée qui est 100% virtuel ou seulement pour regarder des copies numériques. Et je pense il manque l'émotion et ce n'est pas la même chose de regarder devant devant les yeux. Et, mais au contraire, je pense c'est une façon parfaite de faire un acte de justice poétique pour retourner des choses où il appartient originellement.
et c'est plus éthique. Donc, peut-être initialement, nous n'avons apprécié cette idée, mais graduellement, peut-être, oui, peut-être nous les accepter. Mhm. C'est vrai, une justice poétique, très bien. J'ai beaucoup aimé cette expression, Jenny. Merci. Merci Merci. beaucoup pour ton opinion. Vania? Bon, bonsoir. Je pense que je ne peux pas payer un billet pour aller au musée complètement virtuel, mais c'est très commun aujourd'hui les expositions immersives et interactives de Van Gogh, par exemple, au Brésil. Donc, les gens pensent, oh, je suis dans son œuvre. Donc, les gens payent pour faire comme ça. Donc, si le musée Louvre, le musée du Louvre, la British Museum va changer pour cette situation, je pense qu'il y aura les gens qui vont payer pour ça. Donc, mais pour moi, non. Mais aujourd'hui, nous avons déjà ce type de situation. Donc, Donc, il faut s'attendre à que ça se popularise, que ça devienne de plus en plus fréquent, c'est ça? Exactement. D'accord, très bien. Merci Vania. Nous sommes dans un processus de changement, je peux dire ça. Et je crois qu'au futur, il y aurait beaucoup de gens qui vont faire ça. C'est vrai. C'est vrai qu'on est en plein dans une transformation de notre société due à la technologie dans beaucoup de niveaux. Et donc, bien sûr, les musées ne sont pas laissés pour compte. Merci, Ania. Diane? Oui, comme j'ai dit cette semaine dans la séance jeudi, peu importe. Alors, quand j'étais en Égypte, dans la présence de l'art d'antiquité, de l'art des Égyptiens anciens, j'ai senti un émerveillement dans mon corps, dans mon âme, c'était une profonde expérience de me trouver en face direct d'un objet qui était fait à main par une humaine comme moi et de le voir pour vrai. Je ne crois pas que je sois tout à fait prête à payer pour une expérience virtuelle. Je ne crois pas que ça serait même proche à la même chose, mais je suis d'accord avec Ray que c'est un choix écologique aussi, et peut-être ça peut bien devenir la seule façon de les voir, mais pour moi, ce n'est pas la même chose, pas du tout. C'est vrai, Diane. Après, tu prends l'exemple justement d'aller visiter un art égyptien en Égypte. Donc, dans ce cas-là, j'imagine qu'il n'y aura pas de souci puisque les œuvres seront de retour en Égypte. Donc là, oui, je pense que voir les œuvres d'un pays dans son propre pays, je pense que oui, on devrait pouvoir le garder de manière physique, mais exporter ces expositions dans d'autres pays de manière virtuelle pour que d'autres personnes puissent y avoir accès. Ce serait peut-être la solution. Et puis, justement, si on y réfléchit, cette révolution dématérialisée, eh bien, c'est exactement ce que nous sommes en train d'accomplir nous-mêmes en ce moment. Le système classique voudrait que vous vous déplaciez physiquement, que vous vous asseyez sagement entre les quatre murs d'une académie traditionnelle pour écouter la doctrine d'un maître, mais vous avez fait un autre choix.
en vous connectant à cet espace virtuel, en débattant ensemble par-delà les frontières, les nationalités et les fuseaux horaires, eh bien, on s'est affranchi des murs de l'institution. Vous venez de prouver que la culture, le patrimoine et la langue française, eh bien, n'ont pas besoin d'être enfermés dans des vitrines ou dans des salles de classe pour exister. En questionnant l'histoire et en vous appropriant ces mots, vous ne visitez plus le musée. Le véritable musée vivant, universel et inaliénable, c'est votre propre esprit. Donc, je vous remercie pour avoir accompagné ce guide virtuel durant cette visite de l'histoire du musée. Je vous remercie pour vos débats passionnants, comme d'habitude, et puis je vous souhaite un excellent week-end. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci tout le monde d'avoir Merci beaucoup. participé. Toujours un grand final. Merci. Monsieur, partage s'il vous plaît la présentation. Oui, je vous partage tout de suite la présentation. J'espère que ça vous a permis de découvrir cette histoire des musées. Elle est très très riche, très intéressante. Mais en tout cas, j'essaie de vous donner le maximum de salles possibles pour essayer de parcourir un petit peu toutes les étapes de l'histoire. Oui, et on doit réfléchir à propos, parce que, a priori, avant la pandémie, c'était difficile de repenser, d'apprendre une langue virtuellement, parler avec les gens de tous les pays, toutes les différentes cultures, et trouver tous les jours en prenant du temps pour être devant l'écran. C'était possible avant, mais je crois que après la pandémie, c'était un peu plus commun, normal. Ouais, c'est vraiment un point qu'on doit réfléchir. Pourquoi pas après? On ne sait pas qu'est-ce qui va arriver dans notre planète. Alors, le musée virtuel, ce n'est pas... Il a fallu attendre une pandémie mondiale pour que ce système virtuel puisse être plus popularisé, mais c'est vrai que voilà, ça a permis ce développement de la technologie. Jusqu'à où, on le verra, peut-être qu'un jour, vous m'aurez à côté de vous en hologramme présent dans votre pièce pour pouvoir faire les cours. Mais ça serait peut-être une autre avancée technologique. En tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir participé à notre petite conversation hebdomadaire. On va en rester là pour aujourd'hui. Et puis, je vous souhaite un très bon week-end. Pour ceux qui le souhaitent, le fichier PDF est sur le chat de Zoom. Merci beaucoup. Oui, merci Mathieu, c'était super intéressant comme d'hab. Merci. Merci Tania. Merci. C'est Mathieu. Merci tout le monde. Au revoir, à bientôt. Bon week-end. Bon week-end. Bon week-end. Bon week-end tout le monde. Salut tout le monde.